Salam alaikum, Azul, bonsoir. Le MDN, ministère de la Défense nationale, vient de rendre public un communiqué par lequel il nous dit que les militaires vont voter en civil et qu'ils seront autorisés à donner procuration à quelqu'un d'autre s'ils sont empêchés. Ce qu'il ne nous dit pas est que, comme en 2017, lors des dernières législatives, dont tout le monde sait comment et combien elles ont été truquées, ces militaires sont tenus de présenter à leur hiérarchie leur carte de vote dûment estampillée à voter. C'est-à-dire qu'ils vont devoir voter bessif. Et bien sûr, ils vont tous voter nul, comme la dernière fois. Et ce que ne nous dit pas le même ministère est que, comme en 2017, de nombreux militaires vont voter 2 fois, eux-mêmes et par procuration. Qu'importe le flacon. Mais les choses commencent à se décanter, qui montrent que le régime se noie vraiment, qu'il ne sait plus ce qu'il fait et qu'il fait tout et n'importe quoi au milieu d'une campagne à huis clos pour des élections sans électeurs. Nous nous doutions déjà que le favori Tebboune allait être largué. D'abord parce qu'il était régulièrement attaqué par la chaîne An-Nahar, dont tout le monde sait que celle-ci ne pourrait jamais se permettre de tirer à boulet rouge sur un quelconque candidat et surtout sur le candidat favori du régime, s'il n'en avait reçu l'injonction de qui on sait. Ensuite, parce que son directeur de campagne de M. Tebboune, avait démissionné au milieu d'une campagne, au démarrage de la campagne électorale. Un directeur de campagne venu du cœur du régime et qui lui aussi ne pouvait démissionner si cela pouvait déplaire à qui on sait. Et toute une série de défections que ce très curieux candidat avait dû subir de la part de ceux qui avaient été désignés pour l'accompagner jusqu'à la présidence et qui ont démissionné, sachant qu'ils ne pouvaient pas démissionner sans le feu vert de qui on sait. Et puis, paf, comme si le coup de sifflet final avait été donné, voici que le FLN annonce qu'il va soutenir la candidature de qui? Candidature de Tebboune? Non, la candidature de Mehoubi, Ezzedine Mehoubi. Un FLN qui lui aussi ne peut prendre une telle décision comme un grand, sans l'accord, sans qu'on lui ait signifié qui doit être soutenu par qui? Par qui on sait. Et tout aussitôt la nouvelle annoncée, c'est le déferlement de tous ceux qui attendaient d'où vient le vent. Tout cela qui attendait que la junte se prononce d'une façon ou d'une autre, qui elle allait désigner. Et là, il n'y a plus de doute. C'est Ezzedine Mehoubi qui a été choisi. Et je vous parie tout ce que vous voulez, que dès demain, ça va être la déferlante pour tous ces comités de soutien professionnels qui vont aller au charbon, parce qu'il va y avoir beaucoup de flous à ramasser pour une campagne électorale de pure forme. Et bien sûr, les habituels industriels et autres affairistes qui faisaient leur beurre dans les plis du régime vont se bousculer au portillon pour s'acheter les bonnes grâces du futur président, de l'argent dont on sait où il va finir en réalité. L'autre sujet dont nous allons parler est celui de ce procès dont le ministre de la Justice a tenté de nous faire accroire que ce serait celui du siècle. Un procès public, nous a-t-il dit, comme si cela était exceptionnel. Ou la Isaba, nous a-t-il dit, la bande allait devoir répondre devant la justice du peuple de ces crimes commis contre ce même peuple. En fait,
ce n'est qu'une autre arnaque. En fait, ce procès n'est pas celui de la Aïsaba, comme ils disent, mais de Bayeri, la maison Iveco. La Aïsaba, les deux premiers ministres et les autres ministres lampistes n'y sont convoqués qu'en qualité de témoins. C'est ça qu'il ne nous a pas dit, monsieur le ministre de la Justice. C'est un peu comme pour Sidi Saïd dans l'affaire Khalifa. Il vient en qualité de témoin, il repart en qualité de témoin. Mais sinon, ce procès a été renvoyé. Et pire que cela, le collectif de la défense a déclaré aujourd'hui qu'il le boycotterait de toutes les façons. Et encore pire, il s'avère, aux yeux de la Constitution, leur Constitution, et de la loi, leur loi, que leur Parlement a adoptée, que ces membres de la Aïsaba, comme tous les grands serviteurs de l'État, comme ils disent eux, ne sont même pas justiciables. Si les juges respectent vraiment la Constitution et la loi, ils se déclareront incompétents pour les juger. Nous en parlerons plus en détail avec nos invités. Mais heureusement que dans ce marigot pestilentiel où se noie tout seul et comme un grand la junte et ses affidés, il y a ce bain de fraîcheur, ce bain de jouvence que nous offre le Hirak à travers ces très belles manifestations, partout dans le pays, mais aussi partout dans le monde entier. Algérie, le régime se noie dans un verre d'eau. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi mon jeune ami, mon jeune collègue, Chaban Qassi, qui va m'accompagner dans cette émission. Chaban, merci d'être avec moi. Bonsoir Jamaldine et bonsoir aux téléspectateurs. Merci. Hassan Hairiche, docteur en sciences économiques, analyste politique. Hassan Hairiche, merci d'être avec nous.
Merci pour l'invitation, Jamal. Merci, Chaban, d'être là avec nous. Et merci à tes invités qui vont intervenir par téléphone ou Skype. Merci, mes invités merci qui sont... évidemment aux téléspectateurs bien évidemment. avec qui nous allons échanger. Ah, bien évidemment. Et mes invités au téléphone, Badreddine Boualleg, avocat, qui sera avec nous depuis Alger. Badreddine Boualleg, merci d'être avec nous. Merci à vous, Jamaldine. Bonsoir. Bonsoir à vos invités, à tous les téléspectateurs d'Al Maghribia. Merci beaucoup. Et mon ami Tahar Khelfoun, juriste et écrivain. Tahar Khelfoun, merci d'être avec nous. Merci, Jamal. Merci de ton invitation. Merci. Alors, nous allons commencer, Chaban, par quoi? Par quoi nous allons commencer? Alors, vous en parlez tout à l'heure, hein, ce vote des militaires, mais je voudrais juste prendre une petite seconde, quelques secondes. Alors, vous me direz, oui, nous aurions peut-être pu aimer ce soir tous ensemble de parler, d'analyser ces programmes de nos jeunes, de nos candidats et candidates nouvelles qui vont porter dans une Algérie avec une nouvelle économie, ou encore parler de cet abstentionnisme et inviter nos électeurs et électrices à se rendre aux urnes, parce que c'est ça le but d'un pays, et non. C'est totalement l'opposé, pas de campagne, pas d'élection, pas de programme, pas de candidat légitime, pas de candidat nouveau. La liste est longue, on va s'arrêter là. Alors encore une fois, ce soir, je vais avouer que Jamaldine, le titre est plutôt pas mal trouvé, mais moi j'aurais peut-être pu mettre à la place ce noix dans un dé à coudre. Voilà, je voulais vous faire un petit cadeau ce soir. Mais en tout cas... voilà, alors voilà, il a même ramené Chaban, hein, il a même ramené... Voilà, c'est pas dans un verre ou dans une tasse, mais il se noie dans un petit dé. Alors vous parlez de noyade, c'est vraiment le mot, malheureusement, parce qu'on aurait aimé avoir une Algérie autre que celle-ci aujourd'hui. Plus le temps passe et le pouvoir est actuellement et va se rendre de plus en plus à toucher le fond. On va rendre hommage, encore une fois ce soir, à 3 orphelins tous ensemble, qui sont seuls au monde, qui sont rejetés, qui sont sans soutien et sans amour. C'est la campagne qui se retrouve seule. Les élections, il n'y en a pas, donc elle est seule au monde. Peut-être qu'un jour en Algérie, il y en aura une. Et bien évidemment, les candidats qui sont aussi seuls, puisqu'il n'y a qu'à voir un peu les images. 3 orphelins. Et il n'y a pas de campagne. En tout cas, vous le disiez tout à l'heure, Jamaldine, lors de votre introduction, bien, on va parler du FLN qui soutient Mihoubi, qui est le patron du RND. Alors, le ministère de la Défense, pour rappeler un peu rapidement aux téléspectateurs de la Défense nationale, a donné pour instruction au personnel militaire d'aller voter lors des prochaines élections présidentielles, je cite, en tenue civile comme leurs concitoyens au niveau des bureaux de vote. Alors, il affirme encore une fois prendre toutes les mesures sécuritaires pour que ces élections aient lieu. Vous en avez parlé dans le détail tout à l'heure. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est d'abord, le message est-il passé? Est-ce que là, il n'impose pas réellement aux militaires d'aller voter? Si, il l'impose. Voilà, je crois qu'on a la réponse. Et il y a aussi ce double vote, comme vous le disiez tout à l'heure, la possibilité de doubler le vote, c'est-à-dire réellement, et puis par... Voter et donner procuration. Et donner... Sans être empêché pour autant. Procuration. Et la question qu'on peut se poser aussi, si les militaires aujourd'hui, donc qui sont fonctionnaires de l'État, ne vont pas voter, peut-être que derrière, c'est possible, il puisse y avoir des sanctions au niveau de ces fonctionnaires. Donc, encore une fois, peut-être que c'est une manière d'imposer, je crois que c'est le cas, d'imposer, d'avoir plus d'électeurs. D'avoir un minimum de participants à ces élections, des participants forcés. Des élections qu'on peut rappeler que la population algérienne donc, rejette totalement. Massivement. Hassan, donc voilà, le communiqué du MDN, ça a été la même chose en 2017, je rappelle. Ils ont fait voter les militaires en civil, et les mêmes militaires devaient, une fois rentrés à la caserne ou dans leur institution donnée, présenter carte de vote comme quoi ils ont voté. C'est-à-dire on les oblige à voter, d'abord. Et ensuite, ils peuvent très bien voter et donner procuration. Ce qui fait que non seulement tous les militaires vont voter Bessif, mais en plus, tous les militaires vont peut-être, certainement tous, donner procuration à quelqu'un d'autre pour voter. Ce qui fait que ça va doubler leur effectif et leur participation. Malheureusement, c'est beaucoup plus que doubler, parce qu'à partir du moment où il n'y a pas un fichier électoral, parce qu'il y a un autre orphelin, c'est le fichier électoral, il n'y en a pas. Donc il n'y a ni révision, ni actualisation, absolument rien. On a vu le nombre, d'ailleurs je les salue, nous les saluons, le nombre de mairies, le nombre de daïras qui ont été fermés par les citoyens, justement pour empêcher ces élections scélérates. Mais je reviens aux militaires. Non seulement, effectivement, ils sont obligés de voter, quand ils se présenteront pour mettre leur bulletin, ils peuvent toujours mettre un blanc, ils peuvent toujours mettre un faux. En 2017, il y a eu 1 million de bulletins nuls.
Oui. Alors, après une certaine enquête qui a été faite, ce million de bulletins nuls se trouve là où ont voté les militaires. Oui. Ça veut dire que, comme ils sont les enfants du peuple et qu'on les oblige à voter, sûr. ils vont voter, mais ils votent nul. C'est ça. Après, pour la minorité qui fait du zèle, à partir du moment où ils ont la possibilité d'avoir une procuration, d'abord, on ne nous dit pas que c'est une procuration. Ouais. Parce qu'ils peuvent en avoir plusieurs, au moins une par wilaya. Ouais. Et on imagine donc ils vont avoir leurs 20% de participation. Dans la mesure où il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de fichier électoral. Oui, je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tout est flou. Voilà, il n'y a pas de système, il n'y a pas d'organisation administrative. Alors je sais qu'en France, on ne peut pas avoir plusieurs procurations, ça c'est clair. Mais je sais que dans un pays malheureusement comme le nôtre, vu qu'il n'y a aucune organisation administrative au niveau des élections, c'est un peu la porte ouverte. On fait voter même les morts. Il y aurait 4 millions de morts qui votent. Les morts, je ne parle pas des gens qui ont procuration. Oui, ça, bon, c'est une habitude malheureusement que nous avons. En tout cas, c'est du jamais vu. Excuse-moi, c'est du jamais vu qu'un représentant de l'État ou un ministre invite des fonctionnaires à aller voter. Impose. Oui, d'autant plus qu'on assiste toujours à la même mascarade, c'est-à-dire nous avons une armée. Quand je dis une armée, un état-major. Quand je dis un état-major, évidemment, le chef de l'état-major, qui est vice-ministre, qui nous dit que l'armée ne fait pas de politique, etc. Mais que c'est lui qui annonce la date des élections. Et qui a fait plus de 50 discours depuis le 22 février. Voilà. Donc qui fait discours sur discours, avec évidemment un contenu totalement brejnevien, éculé. On se rappelle vraiment les années 60-70, pendant la période des 2 blocs. Vraiment la langue de bois, les trucs ronflants, les phrases emphatiques, qui n'ont absolument aucun sens, qui sont totalement décalés par rapport à l'actualité, par rapport à ce que demandent les jeunes Algériens. 70% des habitants de l'Algérie ont moins de 30 ans. C'est vraiment un décalage extraordinaire. Vraiment, on nous ramène à un temps totalement archaïque, alors que les Algériens veulent vivre, veulent vivre comme vit le monde entier. Les ambassades des pays occidentaux, la France, l'Espagne, l'Italie, la Suède, sont pleins de demandes des Algériens qui veulent partir. Et donc ils veulent un modèle comme celui-là. Et qu'est-ce qu'on leur propose? On leur propose, je ne dirais pas 5 candidats, 5 marionnettes. Et parmi les 5, il y a une marionnette qui va être désignée. Semble-t-il, ça s'achemine vers Mehoubi, qui est du RND, qui est soutenu par le FLN. Vous l'avez si bien dit dans votre éditorial, et je vous en remercie. Et puis, à titre, justement, par manque de programme, on a droit à quoi? À de la propagande. De la propagande vraiment éculée, qui n'a absolument aucun sens. Alors, nous allons demander à Tahar Khelfoun sur ce communiqué du MDN qui demande donc aux militaires d'aller voter en civil ou de donner procuration à quelqu'un d'autre s'ils en sont empêchés. Tahar Khelfoun? Oui, je t'écoute, Djamel. La question est que je voulais vous faire réagir au sujet de ce communiqué du MDN qui demande aux militaires d'aller voter en civil et éventuellement en cas d'empêchement de donner procuration à quelqu'un d'autre. Oui, comment l'analyser? Bon, mais ça ne garantit en rien un scrutin transparent et honnête. Même si les militaires voteront en tenue civile, mais est-ce que c'est une condition suffisante pour conclure à un scrutin du 12 décembre prochain, qu'il se déroule dans des conditions de transparence, dans des conditions qui permettent aux Algériens de voter en toute sérénité et de choisir un candidat qui soit véritablement capable demain de sortir l'Algérie de cette impasse. Je ne crois pas que les conditions d'une élection honnête et d'une élection impartiale soient réunies, même si le haut commandement de l'armée donne instruction aux militaires de voter en tenue civile. C'est très très insuffisant comme... Et le comble, Tahar Khelfoun, est qu'il leur est fait obligation de voter, puisqu'au retour à la caserne, ils doivent présenter leur carte
avec la mention « à voter ». Oui, ça c'est pas, bien évidemment, c'est pas légal. On n'a pas à donner instruction à des militaires ou à d'autres catégories de fonctionnaires ou de voter ou de ne pas voter. C'est un droit, mais ça reste en principe libre, le citoyen est libre de voter ou de ne pas voter. Mais comme il y a évidemment un risque d'une élection qui sera un simulacre, puisque le taux d'abstention, le taux de boycott sera extrêmement élevé, je pense que le haut commandement de l'armée a donné cette instruction pour présenter un pourcentage de participation qui soit dans l'ordre entre 10 ou 20, je ne saurais pas vous dire, je peux pas deviner disons le taux qui sera officiellement présenté comme un taux, disons, élevé de participation des Algériens. Mais je ne pense pas du tout, je ne crois pas du tout que cette instruction de l'armée est en mesure de donner un certain crédit, un crédit quelconque, à ce scrutin qui n'est pas du tout crédible. Restez avec nous, Tarek Khelfoun. Badreddine Bouallag, au sujet donc de cet ordre donné aux militaires d'aller voter en civil dans les bureaux de vote et éventuellement de donner procuration à quelqu'un d'autre s'ils ne le peuvent pas. Oui, pour les militaires, la loi sur la loi électorale a prévu ça. Parce que en lisant le communiqué du MDN, on ne va pas dire qu'ils ont inventé quelque chose ou bien qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. C'est juste que les militaires n'ont plus le droit, parce qu'à une certaine époque, les militaires votaient dans les casernes. On se rappelle des images des années 90. Mais aujourd'hui, les militaires n'ont plus le droit de voter à l'intérieur. Il n'y a plus de vote à l'intérieur des casernes. Et si le militaire sort de la caserne pour aller voter, il va sortir en civil, c'est normal. Mais est-ce que ça ne procède pas d'une intention? Ça veut dire que ce régime veut donner l'impression aux gens qu'il y a du monde dans les bureaux de vote. Comme on sait le nombre des militaires, ça veut dire que c'est quand même quelque chose. À plus forte raison, si ces mêmes militaires votent, qu'ils soient obligés de voter et qu'en plus, ils peuvent peut-être faire une procuration en même temps. Voter et donner procuration. J'allais venir. C'est juste que pour dire que le MDN, à travers ce communiqué, n'a rien inventé et n'a rien fait d'extraordinaire. C'est la loi qui a prévu ça. En revenant sur le taux de participation, il ne faut pas se focaliser aujourd'hui sur le taux d'abstention parce que ce qui est alarmant et on doit tirer la sonnette d'alarme, c'est qu'il n'y a pas un taux disqualificatif pour disqualifier ces élections. Absolument. Ils n'ont pas besoin de 20%, ils ont besoin de 1%. Ou de 0,5% si vous voulez, et l'élection passe. Tant qu'il n'y a pas de taux disqualificatif, ça c'est le plus grave. Eux, ils veulent... Alors, je vous arrête un moment pour que les gens comprennent bien, pour que nous comprenions tous. Vous êtes en train de nous dire que la Constitution algérienne ne prévoit pas de taux disqualificatif. Ça veut dire qu'au-dessous d'un certain taux de participation, les élections sont invalidées. Par exemple, s'il y a 1% d'élections, le président est quand même élu. Oui, pour les présidentielles. Oui. C'est comme il n'y a pas de taux disqualificatif. Donc, eux, ils vont jouer sur ça. Ils vont pas faire. Mais la dernière fois, dans une émission, j'avais dit qu'il y a ce qu'on appelle la légalité, il y a ce qu'on appelle la légitimité. Et quand la légalité n'a plus de légitimité, les deux partent. Parce que même la légalité a besoin d'une légitimité. Je veux dire que le président sera élu légalement. Ce sera un président par rapport à la loi, par rapport à la Constitution, par rapport à tout ça, ça sera un président légalement. Mais un président qui n'a aucune légitimité. Parce que est-ce qu'on peut imaginer un président élu à 1%? Ce sera vraiment une première peut-être mondiale. Et ce président-là va accepter parce que dans le débat, vous parliez des candidats et du vote. Même dans le débat, on ne parlait que du vote, pas des candidats. Eh bien, ça reflète, c'est la même chose pour les candidats eux-mêmes. Dans leur campagne, oublient de parler d'eux-mêmes. Ils ne parlent pas de leur programme,
parle pas de ce qu'ils peuvent faire, mais ils invitent, s'ils pouvaient peut-être même ordonner aux Algériens juste d'aller voter. Mais ils sont spécialistes en matière de bourrage des urnes. En 2017, lors des législatives, ils ont eu à peu près 10% de participation, dont 1 million de bulletins nuls. Et ils ont fait monter le chiffre à 30%, ou plus 32 ou 33%. Oui, on s'y attend pas. S'il y a 1% de votants, ils vont le déclarer. Ça c'est clair. Ils vont déclarer un minimum décent, on va dire, pour qu'il y ait une petite légitimité pour eux, juste pour l'opinion internationale, parce qu'aujourd'hui le régime algérien ne s'intéresse plus à la légitimité intérieure, à la légitimité populaire, mais il s'intéresse plus à la légitimité internationale et il s'intéresse plus à l'opinion internationale, justement pour ses affaires, pour leurs intérêts, à tous les intérêts qui lui lient à certains pays. Aujourd'hui, ils ont besoin de cette opinion internationale. Alors, ils ont besoin aussi de bourrer les urnes et de déclarer plus que l'officiel. D'ailleurs, je vais vous apporter un témoignage si vous voulez. Une fois, j'ai moi-même été dans la commission là pour nous donner les résultats des élections. Je représentais un parti. Alors là, la juge qui était président de la commission, on nous a ramené une urne où il y avait plus d'enveloppes que de bulletins. Ouais. C'était une urne à annuler. Oui. Eh bien, je vais vous dire, elle n'a pas été annulée. Ben voilà, c'est clair. Ça, c'est un témoignage personnel. C'est clair. Ça n'a pas été annulé. Voilà. Alors, pour eux, il faut faire passer. C'est l'instruction, c'est l'ordre qu'ils vont recevoir, c'est de faire passer ces élections, peu importe les moyens. Restez avec nous. Ça ne les intéresse pas. Restez avec nous, Badreddine Boualleg. Alors, Chaban, ensuite. Enfin, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les manifestants, pour eux, c'est clair, c'est intéressant ce que disait notre invité avocat, c'est qu'il y a la légalité et la légitimité. Il y aura un président le 12 décembre, certainement élu, mais je vous garantis, mais vous le savez aussi bien que moi, que le peuple algérien, que ce soit à Bruxelles, à Paris, on l'avait aux États-Unis ou à Montréal hier, mais alors les élections, croyez-moi qu'ils sont à des années-lumière. Donc peu importe l'élu président, que ce soit Jamel Din Benchenou, Chaban Kassi ou un autre candidat, croyez-moi que les Algériens sont loin de tout ça. Juste une précision, il n'y aura pas un président élu. Il y aura éventuellement un président désigné. Oui. Et ce qui intéresse, élu entre guillemets. Oui. C'est que moins un président est légitime, plus l'armée pourra tirer les ficelles. Absolument. C'est pour ça qu'on dit que n'importe lequel des 5 qui sort sera forcément le fantoche du régime. Absolument. Parce que le commandement militaire, ce qui l'intéresse, ce n'est pas la légitimité. Au contraire, bien évidemment. Ça lui ferait peur. Et pourquoi justement des élections voulues par le peuple algérien, c'est-à-dire après une phase de transition, qui pourrait justement dégager un président légitime, qui pourrait aller vers des institutions légitimes, un gouvernement légitime, là, évidemment, l'armée aura du mal à placer son mot. Absolument. Et donc, c'est pour ça qu'elle ne veut pas d'élections légitimes, voilà. Et encore moins d'élections voulues par le peuple. Donc, je dirais, le régime ne se noie pas dans un verre d'eau. L'armée est en train de noyer la présidence dans un verre d'eau et dans un dé à coudre. Voilà, un dé à coudre. Alors, Chaban, nous allons parler de quoi ensuite? Alors, je vous parlais tout à l'heure de ces orphelins, la campagne, les élections, les candidats. Donc, vous le savez, il n'y a aucun lien, on vient de le dire, il n'y a aucun lien, une autre relation entre la population et ces élections. L'absence de campagne se confirme et validée depuis maintenant plusieurs mois. Aucune légitimité entre les candidats et la population. Et il y a une nouveauté qui, en tout cas, qui s'est prononcée, c'est qu'il y a du punchline, il y a un rapport de force, il y a des conflits entre les candidats. Alors, malheureusement, leurs salles sont vides, donc malheureusement pour eux, mais en tout cas, ça chauffe entre les candidats, des candidats en guerre, des candidats désunis, et à l'inverse, vous avez un peuple, un pouvoir, qui est le pouvoir du peuple, cette famille unie maintenant depuis plusieurs semaines. Alors, Chaban, je m'excuse de vous interrompre.
Est-ce que vraiment ils sont en conflit ou est-ce qu'ils sont en train de jouer une pièce? Vous allez répondre à ça justement, en tout cas pour les téléspectateurs. Mais c'est stratégique, certainement. Et vous allez intervenir là-dessus. Alors pour nos téléspectateurs, il faut savoir que la direction de campagne du candidat Abdelmajid Tebboune a annoncé hier soir, donc dimanche soir, dans un communiqué officiel, avoir saisi l'autorité nationale indépendante des élections, donc l'ANI, contre son rival Asdin Mihoubi, qui est le patron du RND, pour dépassement dangereux et menaces. Donc la direction de campagne de Tebboune reproche à celle de Mihoubi de propager la fitna, la division entre les citoyens, et l'accuse, je cite, de propagande tendancieuse pour faire croire que Asdin Mihoubi est le prochain président de la République selon les instructions venues d'en haut, en allusion à l'institution militaire. Ce n'est pas fini, il y a aussi les menaces du candidat Abdelkader Bengrina, qui lui donc menace de saisir le chef d'état-major, le général Ahmed Gaïd, donc le grand frère. Il ne saisit pas l'ANI, hein, il saisit le chef d'état-major. Voilà quelqu'un de réaliste. D'accord, non, mais je déclare bien qu'il y a ces menaces de saisir donc le chef d'état-major qu'on entend partout depuis plusieurs mois, vous le disiez depuis le 22 Plus de février. 50 discours. Voilà, c'est comme si nous, je le dis à chaque fois, mais on avait le général Lecointre qui intervenait en France, alors qu'on ne le connaît même pas, qui est l'équivalent, son homologue, concernant alors cette menace donc de faire appel au général Ahmed Gaïd Salah, concernant des ordres qui auraient été donnés par une certaine administration pour favoriser et faire la promotion d'un autre candidat. Alors, ce qu'on peut souligner tout de même, c'est qu'ils n'ont pas le temps de faire campagne, il n'y a pas de campagne, mais en tout cas, ça chauffe entre eux. Et encore une fois, on sent tout de même qu'ils sont désunis. Alors, est-ce que c'est stratégique? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est un scénario voulu? Je ne leur accorderai pas le mot de stratégie, parce que tout le monde sait que c'est 5 lapins qui ont été désignés par un chef d'état-major. 5 lièvres. 5 lièvres, qu'est-ce que j'ai dit moi? Lapin. Oui, non, mais c'est les deux en fait. La même famille. C'est des lièvres domestiqués. Encore que le lièvre est plus indépendant. Hein. Voilà, c'est des lièvres. C'est pas les mêmes tailles, le lièvre est plus rapide. Oui, et c'est des lièvres domestiqués. Donc on est vraiment dans la domestication. Des lièvres. Voilà, tout à fait. Donc il est clair que nous sommes en train d'assister à une pièce de théâtre et qu'il ne s'agit pas effectivement de campagne, mais d'une propagande. Mais vous ne trouvez pas ça comique qu'un candidat fasse appel non pas à ce semblant d'institution qui est censée contrôler les élections et les suivre, mais au chef d'état-major, publiquement? Ça veut dire qu'il est en train de nous dire, oui, nous sommes dans un état militaire et c'est le général qui tranche. Je pense qu'il a fait un lapsus. Je pense que nous ne connaissons pas vraiment les règles dans cette structure un peu opaque au niveau politique, etc. C'est quelqu'un qu'on a mis un peu comme ça là-dedans et il ne sait pas trop à qui il faut s'adresser, il ne connaît pas le droit. Voilà, d'ailleurs, je vous rappelle que M. Benguerina, vous savez que M. Benguerina avait commencé par déclarer qu'il était sûr qu'il serait élu. Il a dit, ne vous faites aucun doute, je serai élu. Les gens étaient étonnés, ils ont dit, comment ça? Il décide avant les élections. Il a dit, non, non, je vous assure, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Et après, il a fait une autre déclaration pour expliquer pourquoi il était aussi sûr. Il a dit qu'un grand marabout, celui qui avait prédit à Bouteflika qu'il allait devenir président, celui de Timimoun, d'Adrar. Il a dit, ce grand marabout que j'ai été visiter, ils m'ont reçu dans une Mazda à l'aéroport, qui m'a accompagné jusqu'à chez lui, et il m'a dit, celui qui monte dans cette Mazda devient président. C'est pour ça que je serai président. Oui. Et les Algériens lui ont donné le sobriquet de Abou Mazda. Voilà, c'est pour dire hein, le niveau de ces gens. Hein. Oui, voilà, c'est de la politique de comptoir. Ouais. C'est pour s'amuser avec ses amis, quoi. Franchement, on l'a vu d'ailleurs, il ne sait même pas faire la prière. Il se met sur une chaussée toute sale avec ses chaussures, il ne s'est pas lavé, il s'est tourné vers l'ouest. Franchement. Alors là, vous le chargez un peu. Non, mais c'est sérieux. J'imagine qu'il connaît quand même la Qibla. Hein. Alors, donc, qu'il ne sache pas à qui s'adresser en cas de problème, justement, qui ne connaissent même pas la loi électorale et qui sait, en revanche, il sait très bien que le vrai chef,
c'est le chef d'état-major, c'est Gaïd Salah, et donc il s'adresse à lui. Mais il aurait pu s'adresser à lui sans que ça soit public. Lui, il l'a fait publiquement. Oui, mais c'est ça le plus grave. Que, très franchement, je pense que c'est par ignorance. Il a sorti ça, c'est une espèce de lapsus. Voilà, je sais que c'est toi le chef. Voilà, on est en train de... Il a menacé de se retirer. Oui, non, mais... Alors qu'il a signé un document où il ne peut pas se retirer. Il peut pas. C'est assez conséquent ce que vous dites, c'est-à-dire qu'un candidat qui est potentiellement, en tout cas, qui se lance dans une aventure de diriger le plus grand pays d'Afrique, 5 fois et demi la France, avec toutes ces richesses qui, quelque part, vous parlez d'un culte, d'un conscient, d'innocent, qui ne maîtrise pas spécialement le fonctionnement de l'État, le fonctionnement des élections. C'est ce que vous êtes en train de souligner. Oui, donc Mais je pense que l'état-major est tout à fait conscient de ça. L'état-major, par contre, lui, ne badine pas, ne plaisante pas. Il sait qu'il présente 5 marionnettes. Il sait que, de toute façon, la gestion du pays reviendra aux militaires, aux officiers supérieurs. Alors, Tarek Khelfoun, sur cette curieuse déclaration de Ben Guerina, qu'il fait appel au chef d'état-major pour le départager avec un autre candidat, faute de quoi il se retirait de la course, et de ces petits micmacs entre des candidats qui n'ont aucun soutien de la population de toutes les façons. Oui. Oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Okay. Oui, mais je pense que ça n'a aucune espèce d'intérêt qu'il y ait des difficultés entre candidats à cette élection. Je ne pense pas que ça présente un intérêt politique pour commenter. Je n'ai pas suivi en fait les difficultés entre ces candidats, mais c'est tout de même assez révélateur qu'un candidat s'adresse au général Gaïd Salah, alors que lui-même il dit je ne fais pas de politique. Bon, l'armée ne fait pas de politique. Donc c'est assez révélateur de ce système de pervers où l'armée décide de tout et il est au cœur de ce régime. Et quand il y a une contestation, quand un candidat décide de contester une décision où il estime qu'il est victime d'une injustice, il ne s'adresse pas à la justice, il ne s'adresse pas à la haute autorité, il ne s'adresse pas aux instances habilitées à s'en saisir, mais au général Gaïd Salah. Je trouve ça assez révélateur de ce système qui ne fonctionne pas aux institutions, qui ne fonctionne pas à la norme juridique, qui ne fonctionne pas à la norme constitutionnelle. Il fonctionne aux faits, il fonctionne à d'autres normes, mais qui ne sont pas les normes constitutionnelles. Alors, Tarek Khelfoun, quand vous nous avez demandé de vous libérer un peu tôt, vous avez affaire. Je vais vous poser juste une ou deux questions pour vous libérer. D'abord, sur Chahban, on devait parler du procès, d'abord. Du procès, effectivement, entre ces deux candidats, Salah et Yahya, mais vous parlez, pour aller vite un peu, parce que notre invité est pressé, ils étaient convoqués ce matin à Alger pour un procès, accompagné de 4 hommes d'affaires qu'on connaît tous, Ali Haddad, Hassan Larbaoui, Ahmed Mazouz et Mohamed Berri, et autres responsables. C'était prévu ce matin. Il y a eu un premier report, donc, le 4 décembre, donc c'est après-demain, à la demande de la défense. Et on a la défense donc, qui boycotte totalement pour notamment des conditions inadéquates pour la tenue de ce procès. Je vais le citer. Celui qui n'a pas respecté les procédures ne peut être juste dans son jugement. La défense ne cautionne pas ces dépassements et a décidé de boycotter le procès. Et ce que vous soulignez tout à l'heure, c'est que ce n'est pas spécialement leur procès, c'est qu'ils, selon en tout cas vos sources, comme vous savez très bien le faire, ils étaient invités notamment pour témoigner et non pour être jugés. Et nous allons parler. Nous allons voir quelques images, Tarek Khelfoun, je reviens à vous, sur la déclaration de ce collectif de la défense, de ces gens qui devaient comparaître. Nous allons les écouter. فيا للأسف العدالة تنسحب وفي الظروف الحالية هذه تاع ظروف الضغينة، ظروف تصفية الحسابات، ظروف تصفية الحسابات والانتقام، لا يمكن أن تقام أو يقام ما تسمى بالمحاكمة العادلة. Le procès équitable, le respect des droits, l'indépendance de la justice, l'indépendance de la décision du magistrat اللي يتكلم والعدل غير متوفرة في هذه. ونحن كمحامون.
Alors, la vidéo est très longue, donc je l'ai interrompue, mais il dit en substance que le collectif se retire et qu'il va boycotter le procès. Tahar Khelfoun, sur ce sujet de ce procès dont on apprend aujourd'hui que la Isaba dont nous avez parlé... D'ailleurs, nous allons d'abord écouter le ministre de la Justice qui nous fait un grand cirque au sujet de ce grand procès contre la Isaba. Et je reviens à vous, Tahar Khelfoun. Le 2 décembre إن شاء الله سوف تحاكم أو يحاكم المتهمين فيها علانية بمحكمة سيدي محمد. Les premiers dossiers que nous avons traités de corruption, et quelle corruption, vont être jugés et publiquement le lundi prochain au tribunal de Sidi Mohamed. Alors, il dit en substance que la Isaba va être jugée publiquement, comme si les procès étaient exceptionnellement publics. Tous les procès sont publics, sauf les procès à huis clos. Mais là, il nous fait comme si c'était une grâce qu'il nous accorde, alors qu'en fait, Tahar Khelfoun, la Isaba dont il parle n'est convoqué qu'en qualité de témoin et de témoin seulement. Tahar Khelfoun. Oui, alors bon, il faut d'abord relever, en principe, il est ministre de la Justice, il appartient, bon, il fait partie d'un exécutif, il n'a pas à s'inférer dans les décisions des juges, dans les condamnations, il n'a pas à se prononcer de cette façon ouvertement, donc ils vont être condamnés, etc. Il n'est pas le juge. Dans un système où la justice dépend étroitement de l'exécutif, où le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République, il ne peut y avoir de décision de justice juste et impartiale. Alors, pour que la justice rende des décisions impartiales, il y a deux conditions qui sont indispensables. La première, c'est l'état de droit. Il ne peut y avoir de justice sans état de droit. Alors que nous savons, comme vous le savez, qu'il n'y a pas d'état de droit. Donc là, cette décision ou ce procès n'est finalement comme cette élection, c'est un simulacre. Son report n'a pas... Bon, le collectif d'avocats, je crois qu'il a tout à fait raison de se retirer. Et la deuxième condition, c'est la condition de sérénité. Pour que le juge puisse travailler dans des conditions de sérénité et rendre des décisions qui soient crédibles, il faut absolument un contexte de sérénité dans lequel le juge pourra travailler tranquillement et rendre sa décision en connaissance de cause, en étudiant le dossier, en écoutant les témoins, les personnes inculpées, etc. Mais dans le contexte actuel où l'Algérie traverse une zone de turbulence maintenant depuis 9 mois, les conditions de sérénité pour une justice honnête, pour une justice qui soit véritablement juste, ne sont pas du tout réunies. Donc toute décision de justice qui intervienne dans le contexte actuel, à mon avis, est sujette à caution, n'est pas crédible et elle n'est pas impartiale, elle ne serait pas impartiale tant que l'état de droit n'est pas établi. Pour l'instant, on ne peut pas parler de son rétablissement puisqu'il n'a pas existé. Donc il faut, dans un premier temps, pour traiter toutes ces questions de corruption, parce que c'est le système lui-même qui a laissé prospérer la corruption, et en particulier depuis 1999, depuis l'arrivée de Bouteflika à la tête de l'État. Donc c'est ce système qui va s'attaquer, qui veut montrer qu'il s'attaque à la corruption. Mais il a besoin de ça, Tahar Khelfoun, pour s'acheter une conduite. Ce régime est en train de jeter en pâture à une justice expéditive des affaires pour se montrer sous le manteau du redresseur de tort, le Menjel qui combat la Isaba, etc. C'est exact. C'est absolument cela. C'est simplement pour faire, donner l'apparence d'un régime qui s'attaque à la corruption, qui veut établir une justice et qui s'attaque aux personnes riches, etc. Alors que non, c'est ce régime lui-même qui a laissé prospérer la corruption, qui a favorisé toutes ces personnes à travers les marchés publics, à travers un tas de
de choses pour que ces puissants deviennent des oligarques et s'accaparent les richesses du pays. Mais pour que véritablement il y ait une justice et pour qu'on s'attaque à la corruption, il y a deux conditions de lutte contre la corruption dans tous les systèmes, dans tous les pays du monde. La première condition, c'est l'état de droit et l'indépendance de la justice. Cette condition n'existe pas pour l'instant. La deuxième condition, c'est la liberté de la presse. Sans les deux conditions, il ne pourrait pas y avoir de lutte contre la corruption. Très bien. Alors, Tarek Elfoun, j'accélère un peu parce que vous avez besoin d'être libéré. J'aimerais que vous entendiez nous parler de l'autre sujet que nous allons traiter, celui des grandes manifestations de la diaspora dans le monde, dont vous êtes vous-même un des organisateurs. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Oui, alors je pense qu'à l'approche du scrutin du 12, la diaspora a besoin de se mobiliser. Il y a un intérêt à se mobiliser davantage. Les manifestations à Paris nous réjouissent. Ce qui se fait à Paris est extraordinaire. Je pense qu'il faut rendre hommage à tous les animateurs des grands rassemblements parisiens. Il y a aussi des actions qui sont conduites récemment à Bruxelles. Et je crois que ça a un intérêt pour l'Algérie, bien évidemment, pour ceux qui manifestent, qui se mobilisent en Algérie, mais aussi ici, il faut absolument que les instances, les institutions européennes entendent la voix des Algériens de la diaspora qui contestent et qui disent non à cette élection et que cautionner demain un président qui sera mal élu, qui sera élu, enfin plutôt désigné dans des conditions que nous connaissons, l'Europe ne doit pas, bien évidemment, soutenir une telle élection. Alors à Lyon, nous organisons avec le collectif des Algériens de France et un certain nombre d'organisations, tous les samedis à 14h30, des rassemblements devant le consulat général d'Algérie à Lyon pour protester contre ce scrutin et pour exiger la libération de tous les détenus d'opinion. Tarek Elfoun, merci beaucoup, au plaisir de vous retrouver. Alors, Chabat. On va peut-être revenir tout de même sur ce procès, sur cette affaire de justice entre Yahya et Sellal, et puis notre invité va pouvoir réagir. On a entendu tout à l'heure Abdelmajid Sellini, qui est membre du collectif de la défense, mais pour revenir un peu sur les propos que disait notre invité avocat, il dénonce aussi un procès politique. Notre invité avocat ou Khalfoun? Tarek Elfoun est juriste. Et il est écrivain. C'est vrai que parfois on a tendance à... Il est juriste écrivain. Il dénonce clairement toutes les déclarations. Donc je cite, toutes les déclarations et la publicité autour donnent à ces affaires un caractère politique et conjoncturel. Quand la politique entre, la justice sort. Dans cette conjoncture de règlement de comptes et de vengeance, un procès équitable n'est pas possible. Vous allez pouvoir réagir. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce matin, la salle était très petite. C'était une salle de 50 personnes. Les journalistes... Salle de 50 personnes à laquelle M. Zermati, ministre de la Justice, invite tous les Algériens à s'y rendre. Vous me prenez les mots de la bouche. Voilà, c'était annoncé comme le procès du siècle. Donc des journalistes venus, bien évidemment, de tout pays, furieux. Ils ont demandé à rencontrer justement la direction pour réclamer la liberté de la presse. Bien évidemment, pas de rencontre. Et ils ont dit clairement que le ministre de la Justice n'a pas tenu sa promesse. Donc ce matin, c'était... D'après les manifestants, les Algériennes présents, les journalistes, les étudiants, c'était plutôt une mascarade, je cite leurs propos. Alors, je me permets, Hassan, de commencer par l'avocat qui est avec nous, Badreddine Boualek, qui va nous éclairer justement sur cette affaire. Badreddine Boualek, au sujet de ce procès, justement, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Et je sais que vous avez beaucoup à dire. Oui. D'ailleurs, je vais commencer par la déclaration du bâtonnier d'Alger, qui est Abdelmajid Sellini. Aujourd'hui, il vient nous parler d'indépendance de la justice, il vient nous parler de certains, avec un beau discours. Il faut se rappeler qu'un jour, cet homme s'est penché pour embrasser la main de Bouteflika, qui lui a enlevé la main. Ça, c'est une photo qui va rester dans les annales, qui est gravée en nous. Parce que, pour vous dire que la Issaba a même ses avocats, même si c'est des confrères qui, pour certains, j'ai beaucoup d'estime. Pour certains qui paraissaient dans les images. Aujourd'hui,
j'allais dire qu'aux côtés de cette mascarade électorale, il y a aussi une mascarade judiciaire qui se produit à Sidi Mohamed. D'ailleurs, l'appareil judiciaire aujourd'hui en Algérie est vraiment mis en avant à travers la grève, ensuite les détenus d'opinion, ensuite il y a cette mascarade qui vient de commencer. Tout ça, c'est un petit peu le pouvoir essaie sans cesse de détourner un petit peu l'opinion publique algérienne vers d'autres choses, mais pour les Algériens, ça reste un non-événement. Pour les Algériens aujourd'hui, ils n'ont qu'une seule chose en tête, c'est d'aller vers une nouvelle république. Alors, ils essaient de faire des coups d'éclat. Pourquoi je disais ça? Parce que c'est vraiment le fait que l'appareil judiciaire soit mis en avant comme ça à cette période-là, c'est vraiment le désespoir du pouvoir algérien. Ça reflète vraiment son désespoir. Ça ne marche pas. Ça ne donne rien. Le fait qu'il y ait aujourd'hui, Zormati a essayé de faire une avant-première en plein air à l'APN pour dire qu'il va y avoir un procès, méga procès, voilà, public et tout. Bon, en public, tous les procès, comme vous l'avez dit, sont publics. D'ailleurs, si l'une des conditions pour qu'il y ait dans les procédures pénales ou bien procédures même civiles, l'une des conditions de la tenue d'un procès, c'est qu'il soit public. Sans le public, le procès devient nul. Ils ont essayé de faire ça, comme je disais, pour donner un coup d'éclat. Aujourd'hui, cette affaire où Ahmed Douihia est comme ex-premier ministre et 3 ex-ministres qui seront entendus en tant que témoins. Alors, en tant que témoin, vous précisez que tout ce cirque qu'a fait Zarmati, le ministre de la Justice, juger la Aïssaba et tout, en fait, ces gens dont tout le monde attendait le procès vont venir en qualité de témoins et de témoins seulement. Oui, en qualité de témoins et témoins seulement. C'est exactement ça. D'ailleurs, quand je dis pour Silini qui était en train de parler des conditions d'une justice équitable qui ne sont pas réunies, j'aurais aimé qu'il cite au moins en exemple ces jeunes qui ont été condamnés. Pourquoi est-ce que ce n'est pas les mêmes conditions? Il y a des jeunes qui ont été condamnés à 1 année, à 6 mois de prison ferme, à Sidi Mohamed. J'aimerais justement que vous nous parliez, maître, de ce très bizarre clivage entre les qualifications des crimes et des délits. Pourquoi les mêmes délits comme la conspiration ou l'association de malfaiteurs, pourquoi est-ce un crime quand il s'agit de simples citoyens et n'est-ce qu'un délit quand il s'agit de hauts cadres de l'État? Oui, parce que dans la Constitution, dans leur Constitution, que moi je considère qui est devenue nulle à partir du 22 février, dans cette Constitution, l'article 177 parle du haut tribunal de l'État. Oui. C'est là où seront jugés le président de la République, le premier ministre, le président de la République concernant une accusation de haute trahison. Oui. Et pour le Premier ministre, tout ce qui concerne tout ce qui est criminel ou délictuel. Quand on revient à l'article 574 du Code de procédure pénale, là on parle de wali, de ministre et tout. Ce tribunal-là n'a pas encore vu le jour. Et parce qu'il faut une loi... Attendez, Badreddine Bouallek, vous nous parlez en tant qu'expert, je voudrais un peu simplifier, vulgariser un peu ce que vous êtes en train de nous dire. Ça veut dire que du temps de Bouteflika, ils ont fait passer une loi qui a prévu de créer une cour spéciale pour juger les hauts serviteurs et les hauts cadres de l'État. Sauf que cette loi n'a pas été suivi d'un décret exécutif qui fait que, aujourd'hui, sur un plan constitutionnel, leur constitution, comme vous dites, et leur loi, les avocats de Sellal, de Yahya, ils peuvent venir dire « Ah non, 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 vous êtes incompétent pour juger mon client, d'après la constitution et la loi X,
ne peut relever que de la cour spéciale. Or, cette cour spéciale n'a pas été installée, le décret d'exécution n'a pas été pris. Donc, ces gens ne sont même pas justiciables sur le plan de la Constitution. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est exactement ça. D'accord. Bon, c'est pas une cour spéciale, ils l'ont appelé le Mahkama al-Uliya lid-Dawla. C'est le haut tribunal de l'État. D'accord. Partout dans le monde, on parle de cour, haute cour, mais chez nous, ça sera un haut tribunal. Le haut tribunal de l'État, ce haut tribunal qui est compétent à juger. Bon, il fallait une loi organique pour organiser tout ça. Pour parler des méthodes et de la composante et tout, de tout ce qu'il faut, il n'y a pas de loi organique, il n'y a pas eu de loi organique. Zermati, qui a fait qui a modifié le code de procédure pénale, aurait pu le faire, par exemple, puisqu'il y a eu un amendement du code de procédure pénale ces derniers jours. Mais ils n'ont pas parlé de ça, ils ont au contraire parlé pour élargir la compétence de la police judiciaire. Au lieu de parler, par exemple, pour préparer le terrain, pour qu'il y ait vraiment, pour que ces hauts fonctionnaires soient jugés. Pour le moment, ces hauts fonctionnaires ne seront pas jugés. C'est pour ça aujourd'hui, ils ont été appelés juste en tant que témoins. Ça veut dire, pour qu'on comprenne, d'après la Constitution, puisqu'eux, ils passent leur temps à nous parler de la Constitution. Donc, d'après la Constitution et d'après cette loi qui a été prise sur le haut tribunal de l'État, ces gens, normalement, si on respecte le droit, leurs droits, ils ne sont pas justiciables, ils ne peuvent pas être jugés. Oui, ils ne peuvent pas être jugés maintenant tant que cette loi organique n'a pas vu le jour. Pour tout ce qui concerne l'instruction, tout ce qui concerne l'enquête, voilà, pour être un petit peu simple, tout ce qui concerne l'enquête, le déroulement de l'enquête et l'audition à la Cour suprême qu'on a vu, tout était légalement prévu. Il n'y a pas de souci pour ça. C'est juste pour qu'il soit jugé devant le juge pour qu'il soit différé devant le juge de siège. Là, il faut qu'il y ait cette loi organique. En revenant au procès d'aujourd'hui, pourquoi je parlais des détenus d'opinion, excusez-moi, mais juste parce qu'il faut, certains détails font la différence. Pour les détenus d'opinion, il a fallu plus de 4 mois pour qu'ils soient différés devant le tribunal. Il a fallu jusqu'à 5 mois. Certains ont fait 5 mois de prison préventive pour qu'ils soient jugés pour juste avoir brandi un emblème. Cela, pour le procès d'aujourd'hui, ça a pris moins de 4 mois. Alors on imagine tout ce beau monde, tous ces hauts cadres, toute cette corruption que Zermet est en train de dire et tout ça, normalement ça devait nécessiter pendant l'instruction des expertises et beaucoup de choses. Tout ça a été fait en moins de 4 mois. Alors là, la justice algérienne fait vraiment des miracles. On peut dire que c'est un miracle. Ça devait, je dis bien, ça devait prendre plus de 4 mois. C'est impossible que ça prenne moins de 4 mois. Pour le procès d'aujourd'hui, ça a pris moins de 4 mois et les gens étaient différés. On a vu, après, on voit qu'il y a beaucoup d'accusés, vraiment beaucoup d'accusés, tous pour la même accusation. On ne leur fait pas conspiration, on ne leur fait pas constitution de groupement malfaiteur et on les envoie devant le juge des délits. Alors, pour qu'on comprenne bien, je m'excuse de vous interrompre à chaque fois. Ça veut dire que pour le conspiration et association de malfaiteurs, c'est à partir de 2 personnes. Quand ils prévoient de commettre un crime ou un délit, à partir de là, c'est conspiration ou association de malfaiteurs. Or, pour ces gens-là, qui sont tout un régime, qui ont tout organisé ensemble, qui ont dilapidé autrement plus de milliards de dollars que le simple petit délinquant, ce n'est pas un crime, c'est un délit. C'est un délit. Alors, pour le simple citoyen, c'est un crime, et pour le haut serviteur de l'État, comme ils disent eux, c'est un délit pour la simple raison que la qualification a été faite ainsi. Je vais vous donner un mauvais exemple, mais il faut que je le donne. On va parler de 2 personnes qui vont conspirer pour vendre de la drogue. Allons-y. Là, 2 personnes-là, ils seront différés devant le tribunal criminel. Parce qu'il y a eu une constitution de groupe de malfaiteurs. 2 personnes, ils vont rester discuter un petit peu la nuit. Ensuite, ils vont monter pour voler un appartement. Ils sont à 2 la nuit. Ça devient criminel. Ils sont différés devant le tribunal criminel. Ça, c'est pour donner des petits exemples. Ceux-là, tout ce beau monde,
avec toute cette organisation, parce qu'on parle du sommet de l'État, l'organisation y est. L'organisation y est. La conspiration y est. La constitution du groupe des malfaiteurs y est. Et on parle de délit. Ensuite, ça se peut qu'on mette constitution du groupe de malfaiteurs comme cas aggravant, mais ça ne suffit pas. Je pense que ce genre de procès ne devait pas avoir lieu aujourd'hui. Ce n'est pas pour les mêmes raisons citées par le bâtonnier d'Alger. C'est juste qu'il faut qu'il y ait vraiment un état de droit pour qu'on puisse juger ces gens-là, pour qu'il y ait vraiment une vraie instruction aussi qui prenne le temps qu'il faut pour définir les responsabilités de tout un chacun. C'est pas en 4 mois qu'on pourra définir les responsabilités de tout un chacun, surtout qu'on parle d'Ahmed Yahya comme témoin qui est dans le régime depuis 97 ou 96. 4 mandats. Quatre mandatures. Ou je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà, quand on parle alors, ce n'est pas en 4 mois qu'on va définir toutes les responsabilités. Je pense, comme je vous l'ai dit, ils veulent juste essayer vainement de détourner un petit peu l'opinion, mais ça ne marche pas avec les Algériens aujourd'hui qui sont déterminés à aller vers une deuxième république. Restez avec nous, Badr el-Din Bouhelleg. Vous avez vu, Hassan Hirsch, leur constitution, leur loi. Ça veut dire, pour reprendre ce que disait le Badr el-Din Bouhelleg, deux Algériens se mettent ensemble à programmer un vol d'appartement demain. C'est une association de malfaiteurs. Et ils sont qualifiés comme crime. C'est crime. Ils passent en cours d'assises, en cours criminel. Et ces ministres, ces premiers ministres qui conspirent, qui volent ensemble, qui font des associations de malfaiteurs, ce n'est pas qualifié de cette façon et ils vont en correctionnel, pas en criminel. C'est incroyable. Hein, quelqu'un qui s'apprête à voler un téléviseur passe en criminel et quelqu'un qui vole $1 milliard, il va en correctionnel. Monsieur Benchenouf, très honnêtement, rien ne m'étonne de ceci et je pense qu'on est en train de faire du juridisme alors que nous savons très bien que la situation vraiment... Mais c'est important. Oui, non, mais enfin, c'est totalement en décalage avec la réalité. Nous savons très bien que la justice algérienne a fonctionné depuis 1962 sous les ordres du pouvoir réel, c'est-à-dire de l'armée. Et quand il s'agit d'affaires politiques, comme c'est le cas aujourd'hui, eh ben, vous savez, les juges n'y peuvent rien, les avocats n'y peuvent rien, les procureurs n'y peuvent rien, etc. Vous savez, les Algériens connaissent la justice du téléphone. Donc là, aujourd'hui, il ne faut surtout pas s'étonner ou évoquer éventuellement la Constitution, les règles, la loi, les tribunaux, les hautes instances, etc. Tout ça, c'est du théâtre, M. Benchenouf. Tout ça, c'est du théâtre, on le sait très bien. Les affaires depuis 1962 ont été réglées en fonction des rapports de force politiques. On a couvert des larcins, on a couvert des crimes, on a couvert des assassinats, on a couvert toutes sortes vraiment de fumisteries dans ce pays dès lors que ça arrange politiquement ceux qui sont au pouvoir. Donc on sait très bien que Zermati aujourd'hui, qui est ministre de la Justice, est en train de menacer un ancien ministre de la Justice qui est par la suite devenu Premier ministre. Qui était son ministre quand il était procureur général. Donc on sait très bien que M. Zermati, si on reste dans cette configuration, sera jugé aussi de la même façon que Ouyahia, ainsi de suite. Ouyahia ayant prononcé les mêmes paroles. Si vous retrouvez des archives de Ouyahia, ministre de la Justice au Premier ministre, vous retrouvez exactement le même discours que nous venons d'entendre de la part de Zermati. Mais Hassan, oui. Moi je ne suis pas d'accord avec vous sur un point. Ah ben quand on dit on ne peut pas en parler, c'est du juridisme. Non, mais je n'ai pas dit qu'il ne faut pas en parler. Regardez la gravité. Regardez, on prend une loi qui dit que tous les hauts cadres de l'État ne sont pas justiciables du tribunal ordinaire. D'accord. Oui, bien sûr. Mais ils vont être jugés par un tribunal de ceci, cela. Oui, or, là, cette loi, normalement, elle aurait dû être votée par une loi organique, un décret d'exécution. Allez. Oui. Ce décret n'est pas pris. Et il n'a pas été pris après le départ de Bouteflika, alors qu'ils ont réaménagé le code de procédure pénale. Ça veut dire qu'ils auraient très bien pu dire « Ah, mais il y a un grand vide juridique.
Nous, demain, si on doit juger la Aïsaba, il faut que nous, on passe notre temps à parler de constitution, il faut qu'on mette en place les mécanismes légaux pour qu'au moins on soit à l'aise dans notre propre discours. Ils ne créent pas ce tribunal, ils ne créent pas ce décret d'exécution. Monsieur Benchenouf, le régime algérien, aujourd'hui comme hier, ne juge pas en fonction des lois. Est-ce qu'il y a une loi condamnant un porteur de drapeau amazigh? Non. Ça n'existe pas. Ouais. Est-ce que les porteurs de drapeau amazigh ont été condamnés? Oui. Et sévèrement condamnés? Oui. Donc vous voyez, tout ça, c'est vraiment de la fumisterie, c'est de l'enfumage. Voilà, mais nous devons mettre le doigt sur la plaie et montrer les choses. Je vais vous raconter une histoire vraiment extraordinaire qui s'est réellement passée. Ouais. Un instituteur très, très connu, M. Philippe, est connu partout en Kabylie. C'est un peu le Mouloud Pharaon, malheureusement inconnu. Voilà. Quelqu'un lui avait demandé dans une rue à Tizi Ouzou, il a dit: monsieur, s'il vous plaît, je cherche le palais de justice. Et M. Philippe qui répond: vous savez, monsieur, le palais est là, mais la justice est ailleurs. Donc c'était exactement la configuration. Moi, je rejoins un peu notre invité, c'est que bien évidemment qu'il faut le souligner, il faut en parler. Et comment? C'est très important, et ça va de soi, j'ai envie de vous dire. Il faut les pousser jusqu'à... Pour que les choses changent. Mais c'est vrai que pour reprendre le mot le proverbe, une citation d'un manifestant hier, en lui citant donc Abdelkader Ben Grina, il parle, lui, de propositions indécentes, ce manifestant, et il dit quelque chose derrière. Alors, je vais vous citer donc une des propositions à Biskra d'Abdelkader Ben Grina. Je cite: « Ouvrir des enquêtes sur tous les dossiers de privatisation depuis les années 90, à l'origine de la perte de milliers d'emplois, jusqu'au déclenchement du soulèvement populaire du 22 février, du travail, et ce pour récupérer les fonds dilapidés qui reviennent de droit à l'État et au peuple. » Je pourrais vous en citer d'autres. Il y a celle de Tebboune qui a dit qu'il allait... Si vous la voulez, enfin peut-être que c'est celle-là. Ouais. Donc alors Tebboune, M. Tebboune tente le tout pour le tout avec des propositions. Il promet aux jeunes de la région, notamment de Ouargla, du Sud, des postes de responsabilité aux cadres originaires du Sud, mettre fin au recrutement par voie de sous-traitance et les remplacer par le recrutement direct. Mais il y a pire. Il a promis de rapatrier les fonds, les milliards de dollars. Il a parlé de au moins plus de 10 milliards de dollars. Et il a même dit, non seulement je sais où ils sont, ça veut dire il avoue qu'il est complice, puisqu'il sait où est le butin, et il dit, pour financer mon programme. Ça veut dire que pour financer son programme, il faut au moins 100 milliards de dollars. Oui, et pour terminer, pour ne pas l'oublier, parce que sinon il va s'offenser, depuis Mila, donc Ali Ebn Flis qui dit, lui, je cite, « La lutte contre la bureaucratie et la dépolitisation de l'acte économique ». Et ce manifestant donc, me disait, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Donc ça rejoint un peu ce que vous disiez, bien évidemment. Je pense que vous êtes d'accord, il faut souligner ça, il faut changer les lois. Mais actuellement, l'Algérie vit, croyez-moi, dans un monde parallèle, mais le vrai monde, il est dans la rue, et on l'a encore vu ce week-end, et c'est ça qui... C'est une situation de non-droit à tous les niveaux. D'ailleurs, on l'appelle procès, alors que ce n'était pas un procès ce matin, réellement, puisqu'on appelle des personnalités en tant que témoins. Donc, pour l'instant... ils assistent à un procès. Oui, de toute façon, M. Zermati était ministre de Ouyahia. S'il qualifie Ouyahia de la Aïsaba, ça veut dire que lui était aux ordres de la Aïsaba. Voilà, il en faisait donc le dernier point, Chaban, qu'on doit traiter aujourd'hui. Mais le dernier point, les marches. Les marches. Je crois que les marches, ça c'est déjà plus sérieux. En tout cas, franchement. Là, passons au sérieux, comme disait votre collègue. Comme disait mon collègue qui s'est retrouvé à la rue dès le lendemain. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la réalité. Et la réalité, c'est, je crois qu'on a quelques images, notamment sur les marches de ce week-end, donc à Paris. À Paris, il y a une très belle marche entre République et Nation. Oui. C'était donc hier, ça a réuni aux alentours de 30-35 000 personnes. Donc les Algériens sont... Ça, c'est les chiffres de la police et de l'administration. C'est ce qu'on dit. Ça veut dire que c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus, sachant... et que les réseaux sociaux l'ont prouvé par leurs images et leurs lives et leurs directs, une grande partie des Franciliens, des Français, aux quatre coins du pays, se sont rendus à Bruxelles pour donc une forte manifestation. Nous avons des images? A priori, on a des images, je crois. Je ne sais pas si on peut vous... Alors, nous allons voir des images.
généraux à la poubelle. والجزائر تأتي الاستقلال. J'aimerais qu'on nous trouve des images encore plus parlantes, parce que celle-ci, moi j'ai vu des images qui sont beaucoup plus parlantes que ce que nous sommes en train de voir, où on voit une marée humaine, une déferlante. J'espère qu'on va nous les trouver tout de suite. Mais sinon... Ben voilà, en tout cas, sinon, c'est que encore hier, c'était à Bruxelles. Alors bien évidemment, Bruxelles, ce n'est pas la première fois. Il y avait aussi le Canada, il y a les États-Unis. On a de très belles images où on a en Chine un papa, donc asiatique, avec son enfant. Voilà, si vous... pendant que vous parlez, Chaban, nous sommes... Là, non, ça, c'est des images de Bruxelles. J'aimerais d'abord qu'on nous montre les images de Paris, mais des vraies images qui sont plus parlantes que celles qu'on a vues. Voilà, donc pour avancer là-dessus, vous allez pouvoir réagir, mais on a toujours les mêmes mots, c'est la famille, c'est l'union, qui pleuve. Hier, il faisait froid à Paris, par exemple. Pour vous dire, moi, j'ai fait cette marche et croyez-moi que les Français, les Algériens, la diaspora algérienne, il y avait aussi des Franco-Français qui étaient là, encore stupéfaits. Il paraît que les Franco-Français applaudissaient au passage. Exactement, enfin moi, à plusieurs reprises, on me demande, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a une coupe, non, je dis depuis 9 mois, etc. Et c'est vrai que eux, ils ont tout de suite pensé football. Hein. Ben, oui, parce que, bon, maintenant, on a compris quand même que les Algériens sont maintenant dans la rue. Et puis la situation algérienne, elle a provoqué quand même l'émoi au Parlement européen. Il y a une solidarité internationale qui bouge aussi. Les médias bougent aussi, hein, avec plusieurs papiers. Il y a Libé qui a fait un très beau document dans son spécial. Mais il y a eu une forte mobilisation, voilà, aux États-Unis, au Canada, en Chine. Et on retrouvera cette belle image de cet enfant asiatique avec son papa au fin fond de la Chine. Allez-y, Jamaldine. Alors, Hassan, d'abord, vous qui avez été à Bruxelles hier. Tout à fait. Je pense que c'était extrêmement important que les Algériens se rendent à Bruxelles, et par milliers, vraiment par dizaines de milliers sans doute, là aussi, parce que sur 3 à 5 kilomètres, c'était une foule absolument compacte. Très dense. Nous allons voir quelques images après. Avec des banderoles, mais alors en français, en tamazight, en anglais aussi, absolument, et en arabe évidemment, etc. C'était des slogans qu'on retrouve évidemment en Algérie, contre la Issaba, contre les élections factices, contre le pouvoir en place, contre l'injustice, contre le système, etc. Et ce qui est absolument nouveau, c'est on voyait des dizaines et des dizaines de portraits de Abban Ramadan, et donc des personnes qui disaient carrément Daoula Abbaniya. C'est-à-dire que c'est un retour finalement au congrès de la Soumam avec la plateforme de la Soumam, c'est-à-dire primauté du civil sur le militaire. Et donc on entendait d'ailleurs des jeunes et moins jeunes appeler enfin à une refondation de l'État pour arriver à un État de droit et à un État civil et non militaire. Donc encore une fois, à Bruxelles, c'était vraiment un coup très fort, c'était un coup de pied, c'était un point marqué par le Hirak, parce qu'au niveau international, on a vu que timidement le Parlement européen a commencé, peut-être pas à soutenir encore le Hirak, mais en tout cas à s'inquiéter de ce qui se passe en Algérie, des obstacles mis par le régime algérien, le régime militaro-mafieux algérien, pour qu'il y ait une phase de transition, pour qu'il y ait de vraies élections, pour qu'il y ait un passage d'une situation totalement sous emprise militaire à une société qui respire. On l'a vu. Hommes, femmes, il y avait même des enfants, il y avait des handicapés. C'est incroyable, c'était chatoyant. C'est exactement ça depuis 9 mois. Alors Bruxelles, pas pour rien, parce qu'il y a le Parlement. Alors vous parliez de l'Europe, on peut aussi rappeler aux téléspectateurs, mais je crois qu'on le sait, que l'Europe a adopté une résolution jeudi dernier sur la situation des libertés en Algérie, et qui condamne notamment les arrestations arbitraires, incarcération et attaques de journalistes, militants et manifestants. Donc ça, c'est important. Ça bouge vraiment de plus en plus. Et fermeture des églises. Alors je sais qu'il y a eu un débat. Alors on n'a peut-être pas le temps, mais de citer quelques... Les débats, d'après le Glucksmann lui-même, ne représentaient même pas 10% de résolutions. Ça veut dire que les débats ont pris beaucoup de choses sur la religion notamment. Ils ont négligé les autres aspects, alors que le problème religieux, même s'il existe, c'est un vrai problème, il ne représente qu'une infime partie de ce que subit le peuple algérien. Bien Pourquoi en faire dans les débats
une proportion qui alarme, qui fait penser à de l'ingérence, alors qu'en réalité... Mais je voulais vous poser une question, Hassan Haj, que me posent beaucoup de gens. Pourquoi à chaque fois vous faites référence qu'au congrès de la Soumam? Pourquoi ne pas parler aussi du 1er novembre? Parce qu'en l'occurrence, nous devons nous libérer d'une occupation. Pourquoi les gens en sont arrivés aujourd'hui à dire que vos partenaires kabylisent les grandes questions de ce type? Je suis désolé, le congrès de la Soumam... Non, mais pourquoi en faire une référence exclusive? Pourquoi ne pas parler du 1er novembre et du congrès de la Soumam? Les deux appartiennent au peuple algérien et les deux doivent être évoqués dans de telles situations. Non, mais c'est l'histoire qui a fait que la déclaration du 1er novembre, c'était en Kabylie, et le congrès de la Soumam, c'était en Kabylie, mais la Kabylie, c'est l'Algérie. Non, mais le 1er novembre, ça a été dans toute l'Algérie. Comment? Le 1er novembre a été dans toute l'Algérie. Oui, mais vous savez, le congrès de la Soumam, les chefs de région militaire, à l'époque, sont venus de partout, les politiques sont venus de partout. Oui, mais comme ça devient sujet... Ce serait trop grave. Non, comme ça devient sujet à polémique. Pourquoi, vous savez très bien, vous connaissez mes sentiments, moi. Pourquoi prêter le flanc à ceux qui, aujourd'hui, se servent de ces polémiques pour enflammer la situation et diviser les Algériens? Alors que, normalement, le congrès de la Soumam devrait nous rassembler et le 1er novembre devrait nous rassembler. Absolument. Nous devons parler de façon... Ce qui fait que je ne peux pas prêter flanc à ceux qui accuseraient le congrès de la Soumam qui soit, comme ils disent, un truc de Kabylie. Mais le congrès de la Soumam, ceux qui n'ont pas lu la plateforme de la Soumam, je les invite à lire la plateforme de la Soumam. Oui, mais je suis d'accord avec vous. C'est l'Algérie non seulement en guerre, en lutte, mais c'est la vision, justement, politique de l'Algérie indépendante. Je suis complètement d'accord avec vous. Voilà, mais moi, je ne vous aurais pas interpellé si vous aviez parlé du 1er novembre et du congrès de la Soumam, les deux étapes phares de la révolution algérienne. La différence, monsieur Benchenou, l'appel du 1er novembre tient sur une page. Elle a été écrite et diffusée dans mon village. D'accord? Dans mon village. Ça a été tiré à la Ronée aux Ouadia. Dans la daïra des Ouadia. Votre village? La daïra des Ouadia. Pour les téléspectateurs, parce que nous, on sait. D'accord? C'est Ali Zamoum. Donc, ça a été tiré là. Donc, je n'ai aucun complexe par rapport à la déclaration du 1er novembre. Que ça a été tiré dans votre Deshra, ou à Tlilet, ou à Tougourt. L'essentiel, c'est que nous ne prêtons pas... Je le dis, vous savez, mes sentiments... Moi, je refuse toute division des Algériens. Oui, bien sûr. Pour moi, le Kabyle est mon compatriote, le Chaoui est mon compatriote, Mais pourquoi je vous ai interpellé? Parce que ce point est en train d'être utilisé par Had Nes, le Baltaji et Doubeb pour nous séparer. Et nous ne devons pas prêter le flanc. Justement, il faut juste rappeler l'histoire. C'est que les seuls qui étaient contre le congrès de la Soumam, c'était Jamal Abdel Nasser, et qui voulait justement mettre la main sur la révolution algérienne, et qui l'a d'ailleurs fait. Et ce qui l'inquiétait, c'était l'indépendance de la révolution algérienne. Et nous allons passer, et le congrès de la Soumam, justement, inscrivait l'indépendance de la révolution algérienne. Et la séparation des pouvoirs, la primauté du civil contre le militaire, ce qui est très important. Ce sont nos revendications d'aujourd'hui. On est d'accord, sauf comme je vous l'ai dit... Et j'en ai parlé, pourquoi? Parce que, aussi bien à Paris qu'à Bruxelles, et j'étais à Bruxelles, donc on a fait vraiment un long cheminement de la place de Namur jusqu'à la Commission européenne. C'était 3 à 5 kilomètres. C'était énorme, une énorme procession, et il y avait des dizaines et des dizaines de portraits de Habban, et je pense que c'est un message des manifestants disant que la référence au congrès de la Soumam est importante, parce que nous assistons aujourd'hui à une mainmise de l'armée absolument de l'état-major sur la politique algérienne, et je pense qu'aujourd'hui, les Algériens... Moi, je suis d'accord avec vous. Bon, le congrès de la Soumam est une victoire du peuple algérien, comme le 1er novembre est une victoire du peuple. Sauf qu'à partir du moment où les Doubeb se servent, s'emparent de cette... pour nous diviser. Donc, qu'est-ce qu'on perd à les citer tous les deux?
On les cite tous les deux. Non, 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 on dit au lieu et le d'aller 1er dans- novembre, oui. et le congrès de En la tout cas, Soumam, je sais pas et si- le 5 juillet. Et... Je ne sais pas si je vais vous réconcilier avec Non, une non, on pointe n'est pas- d'humour, on mais n'est non, pas j'ai bien fâchés, compris. on n'est Non, pas non, mais fâchés. j'apporte une petite pointe d'humour, mais en tout cas, ce qui se passe aujourd'hui dans les rues, depuis des mois et des mois, encore hier, on n'a plus, enfin, on sent plus cette, il n'y a plus de division, on sent plus cette. Absolument. Non, franchement. Nous arrivons à la fin de l'émission. Je vais vous demander un dernier mot. D'abord, Maître Boualleg, Badreddine Boualleg, qu'est-ce que vous pourriez nous dire avant de nous quitter? Je voulais dire que aujourd'hui, à travers l'appareil judiciaire, le pouvoir ne réussira pas à détourner le peuple de son chemin vers sa libération. J'allais dire une dernière phrase tout à l'heure, je vais la dire maintenant, mais en parlant de ce tribunal spécial pour les hauts cadres, si on parle d'égalité devant la justice, pourquoi un tribunal spécial pour les hauts cadres? Ils peuvent être jugés quand on parle de... Parce que Silini a fait que les conditions n'étaient pas réunies, les juges, je pense aujourd'hui, sont à l'aise par rapport aux juges qui étaient dans les années 80 menacés par la mafia italienne, mais faisaient leur boulot. Aujourd'hui, tout le monde sait que l'appareil judiciaire ne marche pas correctement. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut un discours de vérité pour le peuple algérien et dire les choses telles qu'elles sont. On est plein dedans. C'est le discours de vérité. Aujourd'hui, rien de ce qui viendra du pouvoir ne pourra détourner le peuple de son chemin. Il n'y a que la libération qui vient. Aujourd'hui aussi, les élections ici en Algérie, je pourrais vous dire que c'est un non-événement. Moi, je suis à Tizi Ouzou. On ne dirait pas que les élections, c'est dans 10 jours. Comment ils vont faire d'après vous? Comment ils vont faire d'après vous, Maître, pour faire tenir ces élections malgré cette farouche opposition du peuple algérien? Ils vont pouvoir faire voter leur petite marge de votants sur commande? Ils ont toujours leur clientèle, malheureusement. Il y a des gens qui veulent pas se libérer. Il y a la liberté qui vient à eux, elle leur tape dans la porte, ils referment la porte, ils ne veulent pas se libérer. Mais quand la majorité du peuple est là, la majorité du peuple ne veut pas. Même ce président, soi-disant, qui va venir, je ne veux pas dire élu, mais qui va venir après le 12, si élection ait lieu, il n'aura aucune légitimité. Je pense que quand on perd tout, il faut garder sa dignité. Ceux-là, j'ai l'impression qu'ils ont, qu'en cours de route, en restant avec le régime aussi longtemps, ils étaient en train de perdre leur dignité peu à peu jusqu'à ils n'en aient plus. D'ailleurs, aujourd'hui, on les voit en train de vraiment faire l'éloge même d'un militaire. C'est malheureux de voir des gens qui veulent être premier magistrat du pays. Bon, quand je dis magistrat, pas au sens propre du mot, mais quelqu'un qui veut gouverner tout le pays, faire l'éloge des militaires. Vous parliez du congrès de la Soumam, on est plein dedans. Tout ça, c'est une mascarade électorale, ça reste une mascarade. Ça a toujours été une mascarade de la part du régime. C'est pas aujourd'hui que ça va changer. Le changement viendra du peuple, il ne viendra pas du pouvoir. Un changement ne peut venir jamais d'en haut, mais quand il vient d'en bas, c'est pour un bon coup. Eh ben, moi, je pense qu'à partir du 8, tout va se dessiner parce qu'il y a une grève qui s'annonce vraiment, qui va être très agressive. Ça va être une silmia, bien sûr. Quand je parle d'agression, ce sera de l'ampleur de cette grève qui s'annonce à partir du 8. Ça parle vraiment pour qu'il y ait vraiment fermeture. Nous, les avocats, pour le barreau de Béjaïa, à partir du 5, il y aura boycott de toutes les audiences jusqu'au 12. Ici, à Tizi Ouzou, ça sera à partir du 10. Même d'autres barreaux ont annoncé qu'ils vont geler l'appareil judiciaire à partir. On fait ce qu'on peut dans notre corporation. Il y a aussi les syndicats autonomes qui sont en train de s'organiser pour faire une grande action commune. Il n'y a que l'union, parce qu'on a passé depuis 1962 le pouvoir toujours s'est adressé aux Algériens en tant que minorité. Aujourd'hui, c'est le pouvoir qui se retrouve en minorité. Et il ne lui reste que ce 12, c'est leur dernière balle. Il ne faut pas qu'elle passe, et puis c'est tout. Voilà. Badreddine Boualleg, pardon, excusez-moi. Badreddine Boualleg, merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver. Ça a été un plaisir. Chahban Qassi, une dernière intervention. Alors, je voudrais d'abord avoir une pensée, et comme on le fait à chaque fois aux détenus,
Il faut savoir que depuis le 22 février, il y a des centaines de détenus qui ont été arrêtés, incarcérés. Ouais. Même si pour certains c'est long et ils sont seulement témoins, là ils ont été pour certains incarcérés. Depuis le 17 novembre, début de l'élection, début de la campagne, entre guillemets, puisqu'on sait qu'il n'y a pas de campagne, ils sont plus de 150. Et donc le Moudjahid Sheikh Al-Khadali, qui lui est donc incarcéré en détention depuis le 30 juin. On a vu circuler une photo. Il est hospitalisé, il est dans un très mauvais état. On a vu une photo circuler, notamment où il annonce qu'il serait le représentant du Hirak. Donc son fils a totalement démenti que ce n'était pas le cas. Et puis aussi reprendre juste les mots de Saïd Salhi, qui est donc le responsable de la Ligue algérienne des droits de l'homme, qui s'inquiète tout de même d'un bras de fer qui s'installe sur fond d'escalade dangereuse, pour le citer, notamment le 12 décembre. Donc il va falloir rester pacifiste. On a déjà des daïras qui sont donc fermés avec des parpaings. On a des urnes qui ont été symboliquement saccagées, mais ce jour-là, il va falloir quand même essayer de rester pacifique et ne pas être tenté par la violence physique qui pourrait donc amener un engrenage. Hassan. Oui, j'aimerais dire 2-3 mots. Un, par rapport au Doubab dont vous parliez tout à l'heure, ils ne réussiront pas à diviser le peuple algérien. On l'a vu depuis le 22 février. Il y a une cohésion nationale, une cohésion sociale, une cohésion politique, culturelle, etc. C'est quelque chose d'extraordinaire. Une nouvelle Algérie est née. Maintenant, il faut une nouvelle République. Justement, qui vienne appuyer cette nouvelle... Ou une première République pour certains. Une nouvelle, j'ai dit. Pour moi, première. Mais l'essentiel, c'est que ce soit une nouvelle. Et voilà, une nouvelle République pour cette nouvelle Algérie, justement, qu'on aille véritablement dans le sens de l'histoire. Je pense que l'Algérie deviendra attractive et deviendra un pays vraiment important dans l'échiquier politique méditerranéen international. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a effectivement un élan extraordinaire qui, justement, s'inscrit pacifiquement pour empêcher les élections. Et dans ma daïra dont je parlais tout à l'heure, où il y a eu la déclaration du 1er novembre, une femme a construit un mur pour fermer la daïra. On a vu la vidéo. Voilà, qui était encouragée évidemment par beaucoup de manifestants. Donc voilà. Donc c'est un mouvement qui va crescendo. Troisième point, Jamaldine, c'est très rapide. Le pouvoir a tenté la violence en Kabylie. Il a tenté l'Arvathirathan, il a tenté à Benieni et il a tenté à Benidouala. On sait très bien que justement ça ne marchera pas parce que les Algériens au nord, au sud, à l'est, à l'ouest ont décidé que c'est Silmiya, Silmiya, Silmiya. Enfin, mon dernier mot, rendre un hommage, un grand hommage au chanteur Zdek Mouloud qui vient de sortir un CD, Jamaldine, où il y a justement où il a des textes extraordinaires contre la Haïsaba, contre le système, contre le pouvoir pourri, pour une Algérie libre, pour exactement ce que demande le peuple algérien aujourd'hui. Qui sera en concert au mois de janvier. Oui, c'est vrai qu'il sera en concert au mois de janvier. Et Souad Massi qui a été à Place de la République. Et qui a fait une très belle reprise du slogan. Enfin, c'était vraiment... Zdek Mouloud, très franchement, je lui tire chapeau parce que là, il ne veut pas de main morte. Il dit ce que pensent les Algériens. Merci à lui, merci à Hassan Hirish, à Chaban Qassi, à Badr Eddin Bouhilak, à Tar Khalfoun. Vous m'offrez le dé à coudre que je vais offrir au régime pour s'y noyer, si tant est qu'il pourra le faire. Mes chers amis, c'est la fin de l'émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Comme à chaque fois, je rappelle, comme vient de le dire mon ami Hassan Hirish, que notre et comme l'a dit Chaban Qassi aussi tout à l'heure, que notre seule, j'allais dire, chance de parvenir à une vraie victoire et à une vraie république, c'est la Selmiya. Et c'est la fraternité. Nous ne laisserons personne nous diviser. Nous sommes tous des Algériens, quelle que soit notre appartenance des uns et des autres, quels que soient nos particularismes. Mais nous sommes tous des Algériens, nous sommes tous en train de lutter ensemble pour libérer ce pays de cette junte qui le prend en otage, et ne nous y parviendrons que par la Selmiya et par la Khawa Khawa. Qawala khair, bislama.
الجزيرة